Tout ce que j'ai recherché dans la vie, j'ai de moi-même cessé de le chercher. Je suis comme un homme qui chercherait distraitement quelque chose et qui, entre la quête et le rêve, aurait oublié ce que c'était. Nous vivons presque toujours à l'extérieur de nous, et la vie elle-même est une dispersion perpétuelle. Et pourtant, nous tendons vers nous-mêmes, comme vers un centre, autour duquel nous décrivons, telles des planètes, des ellipses absurdes et lointaines. Je me suis toujours demandé si c'était ma sensibilité qui était trop vive pour mon intelligence ou mon intelligence pour ma sensibilité. J'ai toujours été en retard sur l'une ou l'autre, ou sur les deux, ou bien c'est la troisième qui était en retard sur les autres. Avoir des opinions, c'est être vendu à soi-même. Ne pas en avoir, c'est exister. Les avoir toutes, c'est être poète. Ne se soumettre à rien, ni homme, ni amour, ni idée. Garder cette indépendance distante, consistant à ne croire ni à la vérité, ni à supposer qu'elle existe à l'avantage de la connaître. Tel est l'état dans lequel, me semble-t-il, doit s'écouler pour elle-même la vie intérieure et intellectuelle des hommes, qui ne peuvent vivre sans penser. Appartenir, banalité suprême. Credo idéal, femme ou métier. Autant de geôles et de fer. Être, c'est demeurer libre. Rien ne me satisfait, rien ne me réconforte, et je suis saturée de tout, que cela ait existé ou non. Je ne veux pas avoir d'âme, et je ne veux pas y renoncer. Je désire ce que je ne désire pas, et renonce à ce que je ne possède pas. Je ne peux être ni rien, ni tout. Je suis la passerelle jetée entre ce que je sais ni avoir. On appelle proprement l'érudition, et une érudition de l'entendement qui est ce que l'on appelle la culture. Mais il y a aussi une érudition de la sensibilité. Les choses les plus simples, les plus réellement simples, que rien ne saurait rendre à demi simples, deviennent d'une complexité extrême du seul fait que c'est moi qui les vis. Dire bonjour suffit parfois à m'intimider. Ma voix s'éteint subitement, comme si proférer ce mot à voix haute était d'une audace incongrue. C'est une sorte de pudeur d'exister. Je ne vois pas d'autre nom. Je me cherche sans me trouver. J'appartiens à des heures chrysanthèmes, aux lignes nettes, dans l'étirement des vases. J'ai toujours évité avec horreur d'être compris. Être compris, c'est se prostituer. J'aime mieux être pris sérieusement pour ce que je ne suis pas
et être ignoré humainement, avec décence, avec naturel. Je ne suis pas pessimiste, je suis triste. Je ne puis concevoir que comme une sorte de manque de propreté cette stagnation inerte où je gis dans une existence toujours égale et toujours semblable à elle-même, comme de la poussière ou de la saleté déposée à la surface du non-changement. Un souffle léger de musique ou de rêve, n'importe quoi, pour nous faire presque sentir, n'importe quoi pour nous empêcher de penser. Le souci de l'heure présente ne pèse rien pour moi et ne dure pas davantage. J'ai faim de l'étendue du temps et je veux être moi sans condition. Nous sommes deux abîmes face à face, un puits contemplant le ciel. Dans mon cœur règne une paix angoissée, et toute ma quiétude n'est faite que de résignation. J'appartiens néanmoins à cette espèce d'hommes qui restent toujours en marge du milieu auquel ils appartiennent et qui ne voient pas seulement la multitude dont ils font partie, mais également les grands espaces qui existent à côté. Je suis dans un jour où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, encerclé d'un mur d'angoisse. La rive d'en face du fleuve n'est jamais, puisqu'elle se trouve en face. La rive de ce côté-ci, c'est là toute la raison de mes souffrances. Nous sommes qui nous ne sommes pas. La vie est brève et triste. Le bruit des vagues, la nuit, est celui de la nuit même. Et combien l'ont entendu retentir au fond de leur âme, tel l'espoir qui se brise perpétuellement dans l'obscurité, avec un bruit sourd d'écume résonnant dans les profondeurs. Combien de larmes pleurées par ceux qui obtenaient, combien de larmes perdues par ceux qui réussissaient. Et tout cela, durant ma promenade au bord de la mer, est devenu pour moi le secret de la nuit et la confidence de l'abîme. Que nous sommes nombreux à vivre, nombreux à nous leurrer. Quelle mer résonne au fond de nous, dans cette nuit d'exister, sur ces plages que nous nous sentons être et où déferle l'émotion en marée haute. En fin de compte, qui suis-je lorsque je ne joue pas ? Un pauvre orphelin abandonné dans les rues des sensations, grelottant de froid au coin venteux de la réalité, obligé de dormir sur les marches de la tristesse et de mendier le pain de l'imaginaire. Mais le vent traîne dans les rues, les feuilles tombent sur le trottoir. Je lève les yeux et je vois les étoiles qui n'ont aucun sens. Et au milieu de tout cela, il ne reste que moi,
pauvre enfant abandonné, dont aucun amour n'a voulu pour fils adoptif, ni aucune amitié pour compagnon de jeu. J'érige ces deux principes en règle fondamentale de tout art d'écrire. Dire ce que l'on éprouve exactement comme on l'éprouve, clairement si c'est clair, obscurément si c'est obscur, confusément si c'est confus, et bien comprendre que la grammaire n'est jamais qu'un outil et non pas une loi. La grammaire, qui définit l'usage, établit des divisions légitimes mais erronées. Elle distingue par exemple les verbes transitifs et intransitifs. Cependant, l'homme, sachant dire, devra bien souvent transformer un verbe transitif en verbe intransitif pour photographier ce qu'il ressent, et non comme le commun des animaux hommes, pour se contenter de le voir dans le noir. Si je veux dire que j'existe, je dirais « je suis ». Si je veux dire que j'existe en tant qu'âme individualisée, je dirais « je suis moi ». Mais je veux dire que j'existe comme entité qui se dirige et se forme elle-même et qui exerce cette fonction divine de se créer soi-même. Comment donc emploierais-je le verbe être, sinon en le transformant tout d'un coup en verbe transitif? Alors, promu triomphalement, antigrammaticalement, être suprême, je dirais « je me suis ». J'aurais exprimé une philosophie entière en 3 mots. N'est-ce pas infiniment préférable à 40 phrases pour ne rien dire? Que peut-on demander de plus à la philosophie et à l'expression verbale? Tout me fatigue, et même ce qui ne me fatigue pas. Être joyeux pour moi est aussi douloureux que la douleur. Entre la vie et moi, une vitre mince. J'ai beau voir et comprendre la vie très clairement, je ne peux la toucher. Et quand on est triste, on n'est capable d'aucun effort. Je ne renonce même pas aux gestes de la vie banale auxquels je voudrais tant renoncer. Renoncer demande un effort, et je ne possède pas ce petit peu d'âme qui me permettrait de l'accomplir. Je suis si inerte, si pitoyable, si démunie de gestes et d'actions. Si loin que je m'enfonce en moi-même, tous les sentiers du rêve me ramènent aux clairières de l'angoisse. Ma vie entière se passe comme si on m'en rouait de coups. Le dégoût insupportable de tous ces visages, rendus stupides par l'intelligence comme par l'absence d'intelligence, et grotesques a donné la nausée, à force d'être heureux ou malheureux, horribles simplement parce qu'ils existent. Cette marée, à part de choses vivantes auxquelles je demeure étranger.
Le monde appartient à ceux qui ne ressentent rien. La condition essentielle pour être un homme pratique, c'est l'absence de sensibilité. La qualité principale dans la conduite de la vie est celle qui mène à l'action, c'est-à-dire la volonté. Or, il est deux choses qui entravent l'action: la sensibilité et la pensée analytique, qui n'est elle-même rien d'autre en fin de compte qu'une pensée douée de sensibilité. Quelle fatigue que d'être aimé, d'être véritablement aimé. Quelle fatigue de devenir le fardeau des émotions d'autrui. Extérioriser nos émotions, c'est bien plus nous convaincre que nous les éprouvons que les éprouver réellement. J'ai une morale très simple: ne faire à personne ni bien ni mal. Plus je songe à notre capacité à nous tromper nous-mêmes, plus je sens couler entre mes mains lasses le sable au grain menu des certitudes abolies. Les drames sont toujours beaux dans les romans, parce qu'il n'y coule point de sang authentique, pas plus que les morts n'y pourrissent. Et d'ailleurs, la pourriture n'est jamais pourrie dans les romans. L'ironie est le premier signe que la conscience a pris conscience d'elle-même. Et l'ironie passe par deux stades. Celui marqué par Socrate disant « Je sais seulement que je ne sais rien » et celui marqué par Sanchez disant « Je ne sais même pas si je ne sais rien ». Nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un. Nous aimons uniquement l'idée que nous nous faisons de ce quelqu'un. Ce que nous aimons, c'est un concept forgé par nous. Et en fin de compte, c'est nous-mêmes. L'intensité des sensations a toujours été plus faible chez moi que l'intensité de la conscience que j'en avais. J'ai toujours souffert davantage de ma conscience de la douleur que de la souffrance même dont j'avais conscience. Toute chose peut être considérée comme un objet d'étonnement ou comme une gêne, comme un tout ou comme rien de tout, comme une voix ou comme un souci. La considérer chaque fois de façon différente, c'est la renouveler, la multiplier par elle-même. C'est pourquoi un esprit contemplatif, qui n'a jamais quitté son village, a cependant l'univers entier à ses ordres. L'art de rêver est difficile parce que c'est un art de la passivité
où tout effort se ramène à la concentration d'absence d'effort. L'art de dormir, s'il existait, ressemblerait sans doute à quelque chose de ce genre. Le plus grand empire sur soi, c'est l'indifférence envers soi-même, en se jugeant corps et âme, comme la demeure et le domaine où le destin a voulu que nous passions notre vie.